Ici, j'ai retrouvé cette liberté que j'ai connue quand j'étais gamin. Ici, tu construis ce que tu veux, du moment que tu ne nuis pas à un voisin qui te ferait éventuellement un procès parce que tu as construit une porcherie avec 1000 cochons et que les cochons ils urinent dans la pente et que lui il habite à 10 mètres et que ça rentre dans sa cuisine. Bon, ça, ouais, là il y a un problème, il y a un souci, mais sinon... Ça fait quelques années que je suis ce truc-là et ça me choque un petit peu, justement. Moi, on m'avait parlé de la sécurité sur le Paraguay quand on était retourné en France. On m'a dit, mais t'es fou d'aller vivre là-bas, tu vas te faire trucider. Sur la dictature, j'ai des témoignages d'anciens dans les campagnes, essentiellement dans les campagnes, qui disent, bah nous, on était bien. Ah ouais, alors, nous, on était bien, on travaillait, on avait du travail, on ne manquait de rien. C'est interdit de sortir, hein. Ouais. Il est 10 h du soir. T'as des vidéos de ça, c'est incroyable le truc. Et que toi, tu sors à 10 h du soir dans le centre de ta ville, tu te fais choper par les flics, boum, en tôle. Donc des fois, vraiment, ce qui était des crises, en disant, mais merde, c'est pas possible, arrêtez. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite interview avec un Français expatrié au Paraguay, à la campagne, ça change un peu d'Asunción pour ceux qui me suivent. On est aujourd'hui avec Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va? Bonjour, ben ça va bien. Très heureux de vous recevoir à la Colmena. Ben ouais, c'est vrai que ça nous change d'Asunción. Nous, on est plus d'habitude des constructions permanentes, des bouchons, tout ça. Ici, on a les oiseaux, on entendra un petit peu dans la vidéo, je pense. C'est un peu plus la nature. Et ben, on est dans un petit village de 6000 habitants sur le territoire même de la Colmena et avec les colonies avoisinantes, ça représente 35 000 habitants. Mais on est encore voilà, dans des petits villages ou des villes, on va dire, des petites îles à dimension humaine. On a des parcs, c'est très vert. Voilà, de toute façon, c'est ça, c'est cœur de la capitale. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment est-ce que tu es arrivé au Paraguay? Parce que toi, il me semble que ça fait quand même assez longtemps comparé à la nouvelle vague d'immigration, on va dire. Beaucoup de Français qui viennent là ces 2 dernières années. Mais toi, tu as été, on va dire, parmi les premiers, entre guillemets, à découvrir le Paraguay. Comment est-ce que tu as atterri ici? Tout à fait. C'est une vieille histoire qui avait commencé avec mon père à la fin des années 70, qui pensait que ça allait pas bien se passer en France et qu'il cherchait un endroit pour s'expatrier et expatrier la famille. Donc il avait cherché un petit peu partout dans le monde. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait le Canada, les États-Unis, il y avait l'Uruguay à l'époque, il y avait des îles dans le Pacifique, il y avait beaucoup de choses. Et il y avait le Paraguay. Et finalement, c'était le Paraguay qui paraissait le plus stable économiquement et à l'époque qui paraissait le plus sympathique comme pays. Donc, il avait commencé les démarches qui, malheureusement, il y a pas... On était très amis, donc il ne pouvait pas se séparer des grands-parents, des frères, des sœurs, de tout le monde. Ça ne s'est pas fait. Alors que nous, on était des gamins à l'époque avec son père. On était super contents de venir s'installer au Paraguay. C'était un rêve pour nous, c'était formidable. On avait dans les petits ans récupère. Mais non, ça s'est pas fait. Donc après, chacun a fait sa vie. À la suite, j'étais en prestation de service. Et bien à la suite, une fin de contrat, je n'ai pas souhaité continuer dans ce sens-là. Donc avec mon frère, on cherchait à faire quelques entreprises, à monter quelques entreprises en France. Quelques activités, on avait pas mal de choses, on a répertorié pas mal de choses, on a cherché pas mal de choses et malheureusement, que c'est trop compliqué déjà à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Donc on a pris la décision de s'expatrier. Et on a refait un tour du monde, mais c'était beaucoup plus facile puisqu'on avait Internet à notre disposition. Et on est encore retombé sur le Paraguay, encore il y avait encore des trucs au Canada, à cette époque-là, il y avait encore pas mal de choses. Mais le Paraguay revient sur la table avec une économie stable, une facilité d'installation. Donc du coup, on s'est dit, le projet, c'est de venir s'installer, alors de venir voir déjà dans un premier temps. Alors, moi je suis venu passer 3 mois ici, et je me suis baladé dans le Paraguay, ça m'a plu, et puis on a eu le projet de venir s'installer. Malheureusement, encore une fois, moi je suis venu, et la famille n'a pas suivi, ce qui est pour moi un peu un déchirement, mais c'est comme ça. Alors du coup, je suis là au Paraguay et puis j'avance. Ça va bientôt faire 13 ans maintenant de TGT. Et puis j'avance tranquillement. Puis à avoir des activités que je voulais avoir en France. Entre autres, je suis apiculteur. Donc j'ai passé le brevet d'apiculteur national paraguayen. Alors que c'était pas apiculteur du tout en France, mais c'était un projet qu'on avait en France, mais qui était très compliqué aussi, et c'est toujours très compliqué.
de par les obligations et de par la qualité, on va dire, de l'air, les problèmes de pesticides, etc. Avec des colonies, on a des ruchers qui meurent à 90% pendant l'hiver. C'est terrible, la situation en France des apiculteurs, mais n'est pas bonne du tout. Donc je ne regrette pas à la limite de venir m'installer ici, parce que j'ai pas du tout ces problèmes-là. Moi, je perds pas une abeille en hiver. Donc, entre autres, voilà, entre autres, ça c'était un sujet qui me tenait à cœur. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai pris la température, j'ai vu comment c'était. Ça me plaisait beaucoup aussi cette notion de liberté qu'on avait perdue en France, que moi j'ai connue quand j'étais gamin. Et puis que j'ai vu au fur et à mesure des années perdre cette liberté, où on nous aidait pratiquement pour aller aux toilettes, quoi. Genre, ça suffit, quoi. On est assez grand, ça va. Alors, ici, j'ai retrouvé cette liberté que j'ai connue quand j'étais gamin. Oh, ça, c'est bien. Même si en présent, ça a un petit peu changé, mais c'est très loin du compte par rapport à ce que c'était il y a 13 ans en France. Voilà, et puis je me suis mis à faire du pain aussi ici, parce que je ne trouvais pas du tout à l'époque que le pain n'était pas bon. C'est malheureux parce qu'en fait, les recettes de pain qui sont utilisées dans les boulangeries ici, c'est à l'origine, c'est du pain, des recettes françaises, de pain français. Les Français qui ont amené le pain ici, et malheureusement, ils ont dégradé les recettes. Ils mettent du gras dedans, ils mettent tout un tas de trucs, ce qui fait que le pain qu'on mange ici, il est dégueulasse. Ça, paraguayen, c'est de la merde. C'est vrai que c'est super dur. Je suis désolé, hein, mais... Même en vrai, à Ascension, je trouve qu'on a très bonne qualité de nourriture. Toi, Ouais. je sais pas si tu connais pas trop la capitale, tu m'as dit. Un petit peu quand même, parce que si, quand même, ce qui s'y passe, quoi. Mais c'est vrai que même ces dernières années, il y a plein de restos vraiment très très bonne qualité qui ont ouvert. Même le supermarché, tu as Casarica, et qui est vraiment bonne qualité. Mais le pain, ça reste des choses difficiles à trouver. Il y a quelques boulangeries, mais c'est pas fantastique. Nous, en France, déjà, on s'était mis à faire du pain parce que on vivait à la campagne, dans une région où on avait une boulangerie à 3 km, alors un désastre. Et après, il fallait aller à 25 km, et puis c'était des pains de supermarché. Alors super, hein, tu arrives à la maison et tout, crac-crac, il est super. Tu le manges, et puis il t'en reste une demi-baguette. Je veux la manger le soir ou le lendemain, ça y est, c'est du shrimp gun, c'est n'importe quoi. Donc on s'était mis à acheter des bonnes farines et à faire notre propre pain. Et j'ai continué ici, quand j'ai vu la qualité du pain ici, j'ai continué, on s'y met perdu du temps pour moi. Et puis un autre truc aussi, pour moi, était complètement délirant, c'était de se voir un pays qui a autant de fruits, et puis de voir les confitures qu'on bouffait ici, quoi. C'est les grandes marques argentines essentiellement. Alors maintenant, il y a quand même des grandes marques paraguayennes qui sont un peu meilleures, c'est les marques qui viennent d'Argentine, mais ça va pas. Alors je me suis mis à acheter, là, je me rappellerai toujours, je suis allé à Aregua et j'ai acheté du kilo de 13 et j'ai fait de la confiture de 13. Et je me suis régalé. Et j'ai dit, putain, ça serait bon ça. Alors j'ai continué à faire des confitures, puis après j'ai commencé à tester différents fruits. Et puis un jour, j'ai pris des oliviers à San Lorenzo. Je connaissais la Colmena depuis le début, que j'avais été invité par des gens pour visiter les terrains, après les terrains. Et ça, l'endroit m'avait énormément plu. Donc du coup, je venais passer une semaine ici, passer 3 semaines à San Lorenzo. Puis un jour, j'ai décidé de basculer ici. Ça me convenait vraiment bien, puisque la Colmena, c'est la ville du fruit et du miel d'abeille. La colmena, ça veut dire la ruche en espagnol. Et ça veut dire la ruche, effectivement, en espagnol. Ça me convenait super bien. Là, attends, moi, je vais être dans mon domaine, là. Parce que je suis dans mon projet, pas. Effectivement. Donc, c'est venu m'installer ici. Et puis, j'en suis mis à faire des confitures. Et puis, il y a un événement qu'on appelle ici, tous les gens, un week-end ou 2 week-ends avant le week-end de Noël, ou du moins la date de Noël, qui est l'Expo Ptuta. Donc là, c'est l'avènement d'une année de travail où ça coïncide généralement avec l'arrivée la maturation du raisin. C'est généralement à cette époque-là que le raisin est mûr, et c'est un des produits les plus répandus à la Colmena, c'est le raisin, c'est une des spécialités. Et puis là, j'ai dit, je vais y aller. Je vais la faire en tant qu'exposant, et je vais venir avec mon pain, avec mes confitures, avec mon miel. Ça s'est bien passé.
Alors du coup, après, je me suis mis à faire quelques événements de ci, de là, et puis je me suis mis à faire les marchés le samedi matin à la Colmena, que je fais toujours. Mais on a étendu la gamme produits, bien évidemment. On a arrêté le pain parce qu'on s'est fait voler le marché par un boulanger allemand. C'est comme ça. Bon, tant pis. C'est la loi du commerce. Malheureusement, c'est comme ça. Mais à côté de ça, on a récupéré, on vend les fromages de la famille Frossard, des fromages européens. Donc là, on vend toute la gamme de fromages qu'ils produisent. Frossard, c'est les Suisses qui sont installés dans l'est du pays, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et eux, ils ont quand même une grosse production de fromage. Oui. Ah ouais. C'est Ils la vendent. première fromagerie européenne créée au Paraguay il y a plus de 30 ans maintenant par le frère Frossard. En fait, maintenant c'est son fils qui tient, Jimmy Frossard. Et c'est très bon, quoi. Et ils en vendent même au supermarché à Asunción, hein. Oui, Donc c'est bien distribué quand même. oui, là, ils sont presque partout dans le pays, en fait. J'ai appris la semaine dernière, ça m'a un peu choqué, mais j'ai appris que il y a un Paraguayen qui fait du fromage aussi à Péribéboué, la fabrique Procol. Et j'ai appris que quand il était en manque de fromage, parce qu'il manque de place, en fait, et il manque d'outils pour produire, quand il est en manque de fromage, il passe par un Suisse qui achète à la fabrique d'Iguassou. Et on retrouve à Casa Rica, on retrouve dans le rayon, on a les fromages Frossard, en dessous, on a les fromages Procol. C'est les mêmes. C'est excellent. Bon, ça, c'est les magouilles commerciales, c'est comme ça. Et puis voilà, on distribue ces produits-là. Et puis depuis peu, nous distribuons, alors depuis quelques mois, on distribue du café brésilien. En fait, c'est un café antique qui pousse au Brésil, qu'un Allemand ici importe du Brésil et il le torréfie à la Colmena. Ok. Et on vend ce café. Donc là, il est en train de travailler pour être distribué dans les supermarchés aussi, pour s'étendre. On a la primeur de la vente à la Colmena. Alors, pas tout seul, on a aussi les supermarchés Rambart qui vendent. Et on est d'accord sur les prix pour ne pas se faire de mauvaise concurrence. Ça se passe très, très bien. Ok. Et puis, on a encore un autre produit qui est arrivé, alors là, depuis à peu près 2 mois, en fait, c'est des charcuteries. Il se trouve que moi, je suis friand de charcuterie, mais j'ai jamais trouvé au Paraguay, depuis que j'y suis, je n'ai jamais trouvé des trucs qui me plaisaient vraiment. Il y a beaucoup de charcuteries allemandes, je suis désolé pour eux, mais j'aime pas du tout, en fait. C'est très gras, ça n'a pas beaucoup de saveur. Alors, il y en a beaucoup qui voulaient que je les distribue ici à la Colmena. Je dis non, moi, je ne vends que les produits que j'aime, en fait. Je sais pas. Je suis pas un commercial à l'origine, je suis un technicien, donc je sais pas vendre quelque chose que j'aime pas. Quelque chose que j'aime, alors ça, je fais le bon. Pas de problème. Et donc, je distribue la marque Thon Frieden, c'est le seigneur Roberto Friedenberger, qui est un Allemand ou un Autrichien, je ne sais toujours pas, mais qui est sur la région d'Encarnación. Et j'ai trouvé ses produits, c'est assez formidable. Il a pas beaucoup de produits, mais il a des saucissons secs, des chorizo et 2 variétés de chorizo, 3 variétés de chorizo et des jambons crus. C'est bon. Ok. J'arrive à retrouver une qualité qu'on pourrait avoir en France avec des... Alors bien sûr, c'est pas du Sereno, c'est pas du pata negra, c'est pas les saucissons d'âne de Corse, les saucissons de sanglier de je sais pas où. Va falloir un petit peu de sang avant d'arriver alors. Déjà, t'imagines, déjà, combien 13 ans. Ouais. 13 ans avant de trouver la charcuterie qui me convenait. C'est ça. Une partie de la charcuterie qui me convient. Hein. Ah, c'est sûr, on cherche toujours un petit peu les produits qu'on connaît, de ceux avec quoi on a grandi, c'est normal. Bah ouais. Ouais. Et puis qu'on aime. Sur moi, je suis désolé, mais le chorizo Oshi, Ouais. je suis fatigué, quoi. J'ai jamais aimé, mais toujours, on en mange toujours parce que tout le monde, t'es invité n'importe où, il y a du chorizo Oshi qui cuit sur le barbecue. Chez toi, tu fais avec la famille, il y a le chorizo Oshi qui arrive, il faut que tu le fasses cuire. Ouais. Et bon, c'est pas génial, mais c'était bien parce que c'est passé bien parce que c'est un chorizo qui est un peu accessible à tout le monde et commun et bon, tout le monde peut en manger, mais voilà. Donc voilà pour les produits un petit peu. Ok.
Est-ce que là, aujourd'hui, du coup, on est une ville qui s'appelle La Colmena, comme tu l'as dit. C'est une ville, tu sais à peu près il y a combien d'habitants? C'est une petite ville quand même, de Oui, campagne. oui, alors, le territoire de la Colmena fait entre 10 000 et 11 000 hectares, ce qui est peu, hein, c'est très très peu. On va avoir des propriétés dans le Chaco qui font 50 000, 100 000 hectares. Donc c'est vraiment très, très petit. On est à peu près 3 heures d'Ascension, quelque chose On comme fait ça. ça à 130, entre 136 et 150 km en fonction de l'endroit où on va aller sur Ascension. Et sur le territoire intramuros de la Colmena, on est... alors, les derniers chiffres que j'ai, ils datent un petit peu. Hein, je n'ai pas sûr des 6 000 habitants. Ok. Et les colonies avoisinantes, finalement, il y a des territoires avoisinants qui sont assez larges, avec des villes qui sont peu développées, finalement. Donc, le pôle commercial autour, c'est... Tout le monde se réunit à la Colmena, en fait. Tout le monde vient faire ses courses à la Colmena. On a des gens qui vivent dans les montagnes à 35 km. Quand ils prennent la voiture ou la moto, c'est pour venir se fournir à la Colmena. Ils ne vont pas descendre les montagnes de l'autre côté pour aller à Bikui parce que ce n'est pas praticable. Donc, ils viennent à la Colmena. Donc ça reste une Maintenant, petite ville, 35 000, c'est une petite ville. mais ça reste quand même un point assez central. Ouais. Ok. C'est pour ça que c'est un peu développé quand même, Bah ouais, ouais. Colmena, par rapport à d'autres villes qui n'ont pas de développement, quoi. Moi, la première fois que je suis venu, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit de ce qu'on m'avait décrit. Je m'attendais vraiment à un village à la française, tu vois, les villages de 200, 300 habitants. Je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça. Pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a quand même plein de commerces. Je crois qu'il y a même un Bristol. C'est les chaînes d'électroménager. Non, Bristol, non, mais Non. justement, on disait il manque un Bristol. Ah. J'en parlais hier avec Il y a une autre chaîne. à Villarrica, il y a au moins 3 Bristol à Villarrica. Putain, il pourrait en amener un à la Colmena, ça serait bien, quoi. Mais du coup, j'ai dû voir une autre chaîne d'électroménager. Alex S1, Ouais, Alex, c'est ça. il y a Inverfin. Tu sais, il y a tout, quoi. Il y a d'autres boîtes, il y a d'autres boîtes d'électroménager qui ne distribuent pas forcément une marque en particulier, qui peuvent s'adresser à n'importe quelle marque à Ascension, rapatriée ici. Je crois qu'en tout, on doit avoir à peu près 5 boîtes d'électroménager à la Colmena. Sadomagaza, quand toute la gamme des marques... Je trouve tout ce qu'il faut, quoi. Il y a qu'est-ce qu'il faut, il y a un manque de rien, quoi. Et du coup, tu me disais que toi, tu es là depuis 13 ans, du coup. Donc, tu es arrivé d'abord à banlieue de la capitale, puis au fur et à mesure, tu t'es rapproché de la Colmena. Et tu me disais que là, au début, tu étais un petit peu tout seul, un peu un des seuls Français, même un des seuls étrangers, peut-être. Et que ces dernières années, de plus en plus de Français, d'Allemands, de gens internationaux qui venaient ici. Et qu'est-ce que, en fait, selon toi, qu'est-ce qu'ils trouvent ici à la Colmena? Pourquoi est-ce que ça intéresse tant de monde actuellement? Alors, je crois qu'ils trouvent... Il trouve l'endroit joli, en fait, et agréable à vivre. Et parce que c'est... Il y en a beaucoup qui m'ont dit, par exemple, que ça ressemblait un petit peu en France, ça ressemblait un petit peu à des endroits d'Auvergne. Voilà, pour comparer un peu des régions avec la France. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien ici parce qu'ils trouvent que c'est assez paisible. Il y a des petites montagnes, il y a des campagnes basses, il y a plein de sources, il y a plein de flottes aussi, hein, c'est important l'eau, hein. Alors il y a plein de petits ruisseaux, il y a plein de petites rivières, il y a tout ça. Et puis on manque pas de grand-chose en fait. On a beaucoup de commerce ici. Et puis on a l'accès à Cahaï. Après on peut bifurquer sur Ibiqui ou aller sur Carapeguá. On peut aller sur Villarrica, qui est à 65 km. Villarrica, on trouve beaucoup de choses. Je crois que c'est quatrième plus grosse ville du Paraguay, Villarrica. Je sais pas. C'est quand même une ville. C'est quand même une ville conséquente. Pas mal de choses, là. Ouais, c'est un beau morceau. Ouais. C'est pas mal et on trouve aussi beaucoup de choses. Donc je pense que tout ça, ça leur a plu. Et puis la nature. La nature, c'est vrai qu'il y a quand même une part importante ici de conservation de la nature. Ça, les gens, c'est ce qu'ils recherchent aussi, hein. Et aujourd'hui, bon, même si tu m'as dit que les prix avaient énormément augmenté entre la première fois où tu es venu et aujourd'hui, ça reste quand même, on va dire, accessible d'acheter un terrain avec quelques hectares, comparé Ah bah si on compare à l'Europe, à l'Europe. si on compare à l'Europe, c'est toujours accessible en fait.
Mais aujourd'hui, c'est 10 fois plus cher qu'il y a 10 ans en arrière, quoi. C'est sûr. C'est 10 fois plus cher, il n'y a pas. Mais bon, Et aujourd'hui, tu me disais le prix de l'hectare ici, par exemple. On tourne à peu près, à partir du moment où c'est pas très loin du village, on va tourner à peu près aux alentours. Alors, on peut trouver 40, mais ça, on s'éloigne un petit peu plus. On va dire, entre 50 et 70 000 l'hectare. Ok, donc on va dire entre 6 000 et 9 000 euros à peu près. ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Je trouve que c'est un peu cher quand même, hein. Ouais, c'est sûr, si c'était 10 fois moins cher il y a 10 ans. Moi, si tu veux, c'est mon problème. C'est qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 13 ans que j'étais en France. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis pas. Même si j'ai des nouvelles de France, je connais pas les prix vraiment, quoi. Je les connais pas. Je les regarde, je les consulte sur les terres agricoles parce que je suis très intéressé. Il est vrai que sur certaines zones, on est plus cher à la Colmena. Les terres agricoles, on est plus cher que sur des zones en France. Ouais. On arrive même en France à trouver des terres déclassées par les services d'agriculture dont plus personne ne veut, alors que ce sont des bonnes terres, mais comme elles sont un petit peu moins accessibles, parce qu'il y a quelques pentes, parce que c'est au bout d'un chemin, parce que c'est pas si mécanisable qu'on pourrait le vouloir aujourd'hui, c'est déclassé. On peut acheter des terres agricoles en France pour moins cher qu'au Paraguay. C'est vrai. Et des bonnes terres. Mhm. Ça m'a choqué. Ça fait quelques années que je suis ce truc-là et ça me choque un petit peu, justement. C'est pour ça que je suis très content sur le prix qu'on a ici, parce que je dis, merde, en France, on pourrait faire des choses aussi, quoi. Après, je pense que la différence majeure aussi, c'est que ici, on a quand même plus de liberté. Les gens, ils peuvent avoir leur terrain. Déjà, ils sont 100% propriétaires. Alors, en France aussi, mais je parle comparé peut-être à l'Asie, où l'Asie, tu n'es jamais vraiment propriétaire. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Bon, il y a des permis de construire au Paraguay, mais on va dire que c'est surtout à Asunción. La ville, Ici, Ici, voilà. tu construis ce que tu veux, du moment que tu ne nuis pas à un voisin qui te ferait éventuellement un procès parce que tu as construit une porcherie avec 1000 cochons et que les cochons ils urinent dans la pente et que lui il habite à 10 mètres et que ça rentre dans sa cuisine, bon, ok. Ça, Ouais, là il y a un problème, il y a un souci, mais sinon, Ouais. zéro souci. Donc, il y a ce côté-là, il y a aussi n'empêche les impôts, hein, que je veux dire, quand tu es agriculteur en France, c'est difficile. J'ai 5 hectares. 5 hectares, je paye d'impôts annuels fonciers. Enfin, sur le rural, je paye 100, je crois que c'est 160 000 guaranis. 20 euros par an? 20 euros par an. Ok, ça va. Pas trop mal. J'étais à 134 l'année dernière, 162, je crois, un truc comme ça. Ça a augmenté un poil. Ça va. Et même quand tu as l'activité, voilà, tu peux, alors au Paraguay, il y a plusieurs choses. Il y a le numéro RUC, alors on va pas trop étaler là-dessus, mais tu peux déjà déclarer jusqu'à 10 000 euros par an sans avoir l'impôt personnel. Ça te permet déjà d'être tranquille. Si vraiment tu dépasses, tu peux ouvrir une société, mais pareil, tu vas avoir 10% de TVA, 10% de taxes sur la société, ce qui n'est pas non plus énorme. Et on va pas se mentir, bon, la plupart des gens font du cash aujourd'hui. Ah bah oui. Ils ne déclarent pas forcément. Moi, c'est clair, j'ai un numéro RUC et puis voilà, j'ai un facturier, j'utilise pas. Quoi. Et je vais vendre un 20 000 de fromage à un gars au marché et il dit fais-moi une facture. Bah, t'es gentil, mais Oui. si vous faites tous comme ça, moi je peux pas. Quoi. C'est pas possible. Ça, sur des petits produits de marché, c'est compliqué, quoi. C'est même pas que je veux cacher quoi que ce soit, c'est que c'est vraiment trop compliqué à faire, toi. Voilà, il faudrait une caisse, un machin, donc c'est des frais supplémentaires. C'est des choses qui peuvent s'intégrer à l'avenir, hein, qui pourront se faire. Maintenant, on arrive à trouver du matériel qui n'est pas excessivement cher et pour lequel on va pouvoir faire Enregistrer tes produits et puis finalement sortir une comptabilité avec, mais bon. Non, mais ici même, bon, moi, du coup, j'ai l'entreprise pour accompagner les gens à s'installer, etc. Mais honnêtement, il y a quand même une certaine simplicité administrative, fiscale, comptable. Bien sûr, voilà, on travaille avec un comptable, on a des comptes à rendre tous les mois, mais c'est rien de bien méchant, honnêtement. C'est un petit peu comme si tu avais une auto-entreprise en France, quoi. Du moment que tu ne construis pas des immeubles à 30 étages, t'as pas trop de contraintes, quoi. Franchement, c'est plutôt simple de faire du business ici. Et alors,
il y a aussi l'installation, donc l'acceptation ici de pouvoir rester sur le territoire paraguayen. Donc, moi, ça a été, même si ça m'embêtait le parcours à faire, parce que c'est pas un parcours qui est ordonné quand on ne connaît pas. C'est pas on nous donne une liste et on y va. Et on arrive au point 5, le mec il se regarde, il dit mais vous êtes allé faire signer ce document-là ici, point 10 sur la liste. Je dis bah non. C'est pas dans le bon ordre. Vous voir que vous êtes au point 5 et j'en suis là, moi. Ah oui, mais non, mais avant, soit elle est là. Ah, on va là, on revient voir le gars au point 5, il dit non mais vous avez fait retirer le document au point 7. Bah non, vous auriez pas pu me le dire l'autre jour. Donc, tout était comme ça. Moi, la première fois, j'ai halluciné. C'est encore un peu comme ça. C'est encore un peu. Un peu comme ça. Alors, c'est pour ça que nous, maintenant, on connaît, on a l'habitude, mais pour quelqu'un qui débarque, qui veut le faire tout seul, il peut le faire tout seul. Ça prend quand même du temps, quoi. Moi, je l'ai fait tout seul. Ça a pris 1 an et demi, quand même. C'était les rectiles. Alors, j'ai pas payé cher. Hein. C'est clair et net. Aujourd'hui, tout le monde rentre. On a un taux d'acceptation pour les Européens qui est de 100%. Mais il y a fort à parier que dans peut-être 2, 3, 4 ans, ça va commencer à être de plus en plus dur pour rentrer. Écrémer, c'est ça. Alors, qu'est-ce que cherche le gouvernement paraguayen? Au final, ça va être surtout des gens qui dépensent de l'argent dans le pays, De l'investissement. qui achètent des terres, qui achètent peut-être des appartements, des maisons. Donc voilà, pour les familles, ça pose pas de problème. Et qui développe une activité. Ouais, qui développent une activité. D'après ce que j'ai compris, il faut quand même, au bout de 2 ans, Une fois qu'on a notre carte d'identité provisoire, au bout de 2 ans, il faut prouver d'une activité et de rentrer de revenus. d'après ce que j'ai compris. Ça dépend en fait. Tu peux soit rentrer avec une activité, donc avec ton numéro RUT, soit par exemple avec des diplômes de technicien ou universitaire. Ou alors si tu as une retraite, tu peux justifier ta retraite. Tu as plein de manières de rentrer en réalité. D'accord. Ouais. Ça reste préjugé. Ouais. Non, mais... Et après, moi j'ai aussi des clients qui veulent pas forcément rester au Paraguay, qui voient ça plus comme une option au cas où ça se passe un peu mal en France ou en Europe. Et voilà, pour le moment, il n'y a pas de problème. Tu peux encore rentrer. Je leur conseille quand même de faire des petites déclarations, quand même, de montrer un petit peu du mouvement au Paraguay. Ça envoie des signes positifs pour le pays. Et c'est toujours bien. Et en fait, il y a plein de gens qui viennent comme ça pour le plan B et qui tombent amoureux du Paraguay. J'ai un plan. Du coup, c'est ça. C'est ça. C'est bien. Ouais. C'est bien aussi. Hein. Et c'est vrai que dans les vidéos, je parle beaucoup d'Asunción parce que moi, c'est là que j'habite et je suis plus citadin. Mais il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur la campagne. Parce que bon, le Paraguay, c'est plus la campagne que la ville quand même. Oui, c'est. Ça reste... Alors, il y a eu une cause pour les textes rurales. Hein. Comme c'est nous, hein, c'est baraque. On a quand même des mécanisations de terre depuis des années. Les terres se sont énormément mécanisées, donc ça a quand même poussé. Les gens ont vendu sur le Alto Paraná. Alors, je ne sais plus où on en est au niveau des tris, mais quand à l'époque, on vendait à peu près 11 000, 12 000 dollars l'hectare. Hein. Ah oui. Donc, les gens qui avaient une petite ferme de 10 hectares, intérêt plutôt de ne pas gagner grand-chose avec leurs 10 hectares, en fait, de survivre, c'est tout. Ils préféraient vendre aux Brésiliens leurs 10 hectares, 120 000 dollars, 10 hectares, bon, bah, ils s'assuraient, mais derrière, il n'y a pas de... et c'est là le gros problème, c'est que derrière, c'est des gens qui n'avaient pas de projet, quoi. Ouais. Alors, une fois qu'ils ont mangé les 120 000 hectares, ça a duré 6 mois, 1 an, 10 ans. Une fois qu'ils ont mangé, c'est fini. Ils n'ont plus rien. Je dirais que c'est un peu le côté, un peu le problème des Paraguayens. J'en entends souvent parler. C'est qu'ils ne savent pas vraiment gérer l'argent. Et voilà, par exemple, ils vont avoir un héritage familial, ils vont vendre. Ça va se diviser entre 6-7 frères et sœurs souvent. Et ils vont tout consommer en 1 an et après ils n'ont plus rien. Et donc on est quand même sur une population qui reste pauvre. Ouais. Alors il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger plutôt à la capitale. Il y a de plus en plus de boulot avec les entreprises internationales. Mais quand même le gros de la population paraguayenne, c'est une population qui est pauvre. Qui est pauvre. Ouais. Et on ne leur apprend pas à gérer, justement. Et moi, j'ai essayé, tous les gens avec qui j'étais en contact, tous les gens qui sont proches de moi, les Paraguayens qui sont proches de moi, on essaye de leur dire, attends, regarde,
regarde le truc, c'est que tu t'achètes une moto, combien elle vaut ta moto? Et là, ils te répondent 250 000. Ici, mais quoi, 250 000, quoi? Mensuel? Ouais, c'est aux 50 000 mensuel. Et pour combien de temps? Ah, bah, je crois que c'est pour ta assurance chinoise au moins. Ouais. Et qui ça fait combien? Bah, je sais pas. Alors, ça, qu'on calcule. Non, tous les autres conneries, 13, 14 millions. Ouais. Ok. Mais t'as demandé le prix au comptant de ta moto? Ah bah non. Attends, on va appeler le marchand. 3,5 millions. Ce que mais tu la payes 3 fois, 4 fois plus cher ta moto à crédit. Bah oui, mais je l'ai tout de suite. Eh bah oui. Et puis après, bah, au bout de 6 mois, Il vient, il se dit, ça peut pas me prêter un peu parce que la moto, elle est morte, machin, pour les arracher une autre. C'est bon, attends, arrête. et tu t'es comme ça. C'est la télé, c'est le cellulaire. Alors ça, le cellulaire, il leur boit. C'est important. Et tout est comme ça. Et ils sont les pauvres. C'est pas de leur faute, hein. Ils ont été inclus dans cette société de consommation où nous, hein, on sait ce que c'est. On y est passé aussi, hein. On a eu ces années-là où on est passé dans cette société de consommation. On y a eu droit. Et eux, ils sont en plein dedans depuis un petit moment maintenant. Et ils sont en plein dedans. Et c'est vraiment, hein, c'était dramatique parce qu'il y a des gens qui vont rester pauvres toute leur vie sur des générations Ouais. parce qu'il y a une dette énorme. J'ai même vu, moi, des députés, dans une année, sur Paraguay, un député qui a annulé les dettes. Il a fait annuler au gouvernement par décret les dettes sur le département de Paraguay des gens, justement, comme ça. Quand j'avais trouvé ça extraordinaire, j'ai dit, mais alors qui c'est qui va payer? Parce que les boîtes, Ulverpine, compagnie et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dire, ils ont un trou dans la caisse, quoi. Comment tout ça, après, vous faites? Je ne sais pas. Après, j'ai pas eu de mot d'histoire. mais j'ai des gars qui ont travaillé pour moi qui se sont fait mettre à zéro leur dette Ouais. Ok. par décret. Bon. Bon, Faut voir d'où sont l'argent après, quoi. super, mais ça, c'était un gros cadeau de Noël. Je pense pas que ça arrive toutes les 5 minutes, hein. Donc, ils savent pas, ils ne savent pas et on leur apprend pas à gérer l'argent. Et quand on veut, nous, leur apprendre à gérer l'argent, ils me disent toujours, mais Stéphane, mais c'est trop dur. Ouais. Mais tu peux pas t'imaginer, c'est trop dur. Le billet, il est dans la poche, il me brûle. Moi, j'arrive le vendredi soir, c'est pas possible. J'ai le billet qui est là. Je vais pouvoir aller acheter un pack de Skol. Et tu me dis, faut que je le mette dans une caisse. Mais la caisse, elle risque de brûler, c'est pas possible. Non, il faut que j'aille acheter mon pack de Skol. Et ça, c'est, voilà, c'est... Alors après, bah, tu luttes pas, tu dis, bon, bah, on vit tout Oui. ça et puis c'est tout. Y a Mais pas- c'est vrai, moi j'étais choqué quand je regardais le prix de l'électroménager. En fait, ils te vendent de double du prix minimum, quoi. C'est un truc de fou. Et les Paraguayens ont des petits revenus. Donc, même acheter comptant, c'est difficile pour eux. Ils peuvent pas. Et donc, le Paraguayen vit plutôt au jour le jour. Non seulement il y a aussi le consumérisme un peu à l'américaine, que le Paraguayen vit beaucoup à crédit. Il y a quand même une culture américaine, même s'il est un petit peu caché, je pense qu'elle est quand même assez présente au Paraguay. C'est chéri. Et ce qu'on m'avait dit aussi, c'était vis-à-vis de la dictature qui s'est terminée dans les années 90. Il faut savoir qu'aussi après une dictature, les gens, en termes d'éducation, ils n'ont pas les mêmes notions. Entre guillemets, quand il y a une dictature, ça arrange le dictateur que les gens ne se rebellent pas, ne pensent pas par eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a aussi un impact de tout ça. C'est encore assez récent au final. Alors, moi, sur la dictature, j'ai des témoignages. Ouais. J'ai des témoignages d'anciens dans les campagnes, essentiellement dans les campagnes, qui disent, bah, nous, on était bien, hein. Ouais. Ah ouais, alors, nous, on était bien, on travaillait, on avait du travail, on ne manquait de rien. Ça, c'est la réflexion. Et même encore, des gens qui sont plus jeunes que moi, qui ont connu, et puis ils me le disent. Par contre, à la ville, ils sont anti-dictature à mort de chez Hammer. Et dans les campagnes, prospèrent, au contraire, la Ouais. majorité des gens, alors des gens qui travaillent, qui ont des familles à nourrir, et ils disaient, ben, moi j'en connais, le premier que j'ai tenu par la Tolmena, on avait, ils disaient, on avait 21 hectares de coton, et c'était formidable. C'est-à-dire, Stroessner, il avait tout organisé. On faisait nos récoltes. Il venait chercher le coton, ça partait à Pilar. Pilar, ça montait dans les bateaux. C'était vendu en Europe et aux États-Unis. C'est là, j'ai dit, tiens, t'avais tes gamins, moi, ma mère a tricoté. Et elle avait des cotons, elle faisait aussi des napperons, des machins et coton. Et puis,
T'avais les bandes sur les pelotes de coton. Ouais. Et avec Kilar, la marque Kilar. Ah ben oui. Finalement, c'est une ville du Paraguay. Hein. Parce que le Paraguay était champion du coton. Ouais. Eh ben oui. Fou, ça. Et les mecs, ils disaient, on n'avait pas de problème. On pouvait laisser notre matériel dehors, on ne se le faisait pas voler. On gagnait notre vie bien, on travaillait, mais on manquait de rien du tout. On pouvait acheter une télévision au comptant. Il n'y avait pas cette Ok. il n'y avait pas tout ça. Moi, c'est les témoignages que j'ai eus dans les campagnes. Les témoignages à la ville sur non, privation de liberté, c'est pas du tout les mêmes témoignages. Ah, moi, c'est plus ce que j'ai entendu, mais c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Ouais. Dans les campagnes, c'était comme ça. Et c'est encore comme ça. On a encore aujourd'hui, même des jeunes aujourd'hui, des jeunes qui essayent de s'en sortir. Attendez, on n'a pas connu ça avec mes parents, quoi. C'était pas comme ça. Prosner a sauté en 1989. Après, bon, c'est toujours le problème. Après une dictature, il y a tout le monde qui veut le pouvoir. Ouais. C'est quand même son bras droit, son meilleur ami qui l'a viré. Hein. Bon, après tout ça, le temps que ça se mette en place, et en 1992, est montée la constitution du Paraguay, avec tout. Mais alors là c'est impressionnant. 1992, avec tout le matériel qui existait en Occident. Et c'est-à-dire la constitution, alors une partie cooptée dans les États-Unis, une partie cooptée sur la France. Ils ont fait un melting pot du truc. Et puis, en même temps, ils ont tout fait, les adhésions à l'UNESCO, à l'ONU, les droits de l'homme, ils ont tout fait en même temps. C'est arrivé, mais un package entier sur le Paraguay. Allez, ça c'est fait. C'est un pays qui ne tombera plus jamais dans une dictature de droite, on va dire. Ces dictatures de gauche, ça sont un peu différentes. On ne les voit pas arriver. À un moment donné, on les a. Et donc, ça a changé énormément de choses. Cette constitution de 92, elle a été... je pense que c'est trop rapide. Moi, je dis que c'est repasser les gens comme ça. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans un laxisme total, comme en France. On est dans un laxisme total de la punition, des méfaits, des vols, des cambriolages, des meurtres, des trucs. Voilà, on peut voir depuis des années comment ça s'est développé parce que ici à la Colmena, moi je me suis fait cambrioler 5 fois. Ah ouais? J'en suis à 5 fois. Parce que je ne vis pas dans mon terrain. Donc j'ai 2 containers dans le terrain, on me les a ouverts 3 fois. Souvent, ce qu'on dit, c'est que quand tu as une maison à la campagne, un terrain à la campagne, il faut mettre quelqu'un dessus. Quoi. Faut vivre ou rester Ouais. Parce que sinon Sinon, malheureusement, c'est c'est... volé. Ouais. Alors bon, ça c'est un peu le truc qui le dérange à la campagne, c'est qu'il y a un développement du vol, de la criminalité avec en pleine ville, ici, en pleine ville, des commerçants. C'est pas forcément les étrangers qui sont attaqués. Les étrangers sont des proies plus faciles, plus rentables, pas faciles, pas forcément faciles. Des proies plus rentables pour les voleurs. Mais on a vu encore ces derniers temps à la Colmena, en plein jour, un gars qui débarque avec un braquage à main armée dans une pharmacie, la caisse, te bute. Voilà. Et malheureusement, quand on cherche, qu'on parle de mes copains qui font un Carnation, le copain qui est à Tapcata, le copain qui est à Guaron, le copain qui est à Iguassou, ah ben, ça n'existait pas, mais c'est pareil chez nous, c'est pareil. Et ça n'existait pas. Moi, j'ai Jimmy, là, les chromages à Iguati, il me dit on n'avait pas de problème. On avait 0 problème ici. Bah ça y est, ça commence. On commence à avoir des vols de grande envergure, on commence à avoir... Alors, Donc rien n'est parfait non plus. rien n'est parfait. Et là ça devient... bonjour. Ça devient un petit peu dangereux. Moi, on m'avait parlé de la sécurité sur le Paraguay quand on était retourné en France. On a dit, mais t'es fou d'aller vivre là-bas, tu vas te faire trucider, il n'y a pas de sécurité, bon, rien dessus. Je dis, bah, j'ai passé du temps au Paraguay, je n'ai pas eu ce sentiment d'insécurité comme je peux l'avoir en France. J'étais obligé de déménager parce que c'était plus possible. Moi, j'avais mes enfants, ma femme allait chercher les enfants, c'est la nourrice à la rentrée du boulot.
Avant, les gars, ils se tiraient dessus, les gangs, ils se tiraient dessus la nuit. Après, ben, c'était à 7 heures du soir, au plein moment où tout le monde est dehors, tout le monde revient de ses courses, soit chercher les enfants chez les Maurice et machin. Ils disent, ben, là, c'est pas possible. Ouais. On s'en va. On va ailleurs. On va essayer d'aller dans quelque chose de tout sécuritaire. Donc, moi, j'ai connu ça au Paraguay. On me dit, tu vas te faire postiller. Je suis désolé, quand je suis arrivé ici, j'étais tranquille. Hein. C'est super tranquille. Aujourd'hui, c'est un peu moins sécure. C'est un peu plus c'est un peu plus dangereux. Mais, alors bon, les cambriolages, c'est une chose. Il y a aussi des gens qui se font molester ou qui se font tuer aussi. Et comme je dis, il n'y a pas de cimetière sans feu. Quand on regarde les détails, depuis que je suis ici, tous les gens qui sont assassinés, Ici ou dans la région, ils avaient des cadavres dans le placard. mais ça, personne ne le dit. Oui. Faut gratter un petit peu et dire comment ça se fait que tu t'es fait attaquer. À toutes les histoires que j'ai vues, c'est soit lié à la drogue, soit il y avait d'autres choses derrière. Les histoires de femmes, de tromperies. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de signer sans feu, il n'y a pas de secret, quoi. Alors, on a quand même cette histoire de cambriolage, que c'est de plus en plus prononcé, parce que on subit quand même au Paraguay cette crise mondiale, économique, Que tout le monde subit. Même si on la subit moins fort, on la subit tant d'autres. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui ont pratiquement plus de pouvoir d'achat, il y a un niveau de pauvreté qui est assez élevé. A contrario, comme dans beaucoup de pays, malheureusement, comme ça, avec des gens qui sont au top. Ah bah, au Paraguay, les disparités sont encore plus visibles. C'est incroyable. Voilà. Alors là, alors, tu vas voir en politique, hein, ça va, qu'est-ce que tu as Oh, moi j'ai l'extension 4 de 500 hectares, là. Ah, la parenté. Et j'en ai une autre de 10 000 hectares dans le TAC. Et puis, bon, ok, j'ai fait là. Il y a 5 voitures dans chaque truc. Hein. Ouais, voilà, du jus capatas, 5 administrateurs. Le mec, ça va, tranquille. Ici, on va parler par exemple de la crypto-monnaie. Le Paraguay a cet avantage formidable d'avoir de l'électricité à quoi faire et qu'il y a des barrages hydroélectriques, on est sur quelque chose d'à peu près propre. Je dis à peu près propre parce qu'on ne veut pas dire à 100% propre puisque les turbines nécessitent des métaux rares et qu'on sait que l'extraction de métaux rares, ça pollue et ça coûte un bras et ça pollue. Bon. Mais dans le plus sale, on a le plus propre. On va dire comme ça. On n'est pas trop mal. Et du coup, on a une entreprise française qui est venue s'installer au barrage d'Itaïtu avec la frontière brésilienne et puis ils ont proposé leur service. Et c'est excellent, ce système est excellent, je ne le connaissais pas du tout. Donc en fait, ils arrivent à trouver au Paraguay ce qui n'est pas forcément penserait sous les autres pays, des transformateurs. Et puis ils viennent avec un container. Et puis là, ils montent un container de machines à site. Et puis des ventilateurs à faire l'arigot. Et puis on y va. Ils signent un contrat avec le gouvernement paraguayen en direct. Et ça arrange énormément des fabriques, les barrages hydroélectriques. Parce que ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris, c'est que quand on produit de l'électricité est consommable instantanément. Là, tu peux pas dire. T'es perdu. T'es perdu, mais on ne peut pas la perdre n'importe comment. On ne peut pas l'envoyer dans le réseau parce que ça explose. Ça va espérer exploser le réseau. Donc, il faut des dérivatifs et en fait des énormes résistances qui absorbent ce trop-plein d'électricité. Ces résistances, elles coûtent un bras. Ah ouais. Alors, eux, ils arrivent en disant, ben voilà, quand vous avez des trop-pleins, automatiquement, nous, on met en route les machines. Donc, on vous prend 1 méga d'un seul coup. Donc, votre surproduction, on vous la consomme. Vous ne la satisfayez pas trop cher. Et on vous la consomme. Et vous n'avez pas à investir dans des résistances énormes. Vous avez moins d'investissement à faire. Et puis, on peut vous mettre 1, 2, 3, 18 containers si vous voulez. Ça a bien fonctionné. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a trouvé que c'était une manne financière formidable. Donc, ils ont décidé que pour les fermes de crypto,
on allait augmenter les tarifs de l'électricité de 30%, uniquement sur les fermes de crypto ouvertes officiellement. Et ils viennent de passer un décret, 57% maintenant, par rapport au tarif normal de l'électricité. La compagnie française, ah ouais, elle a fermé boutique, elle a rompu le contrat, elle a fermé boutique, ils sont partis en Colombie. Voilà. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ils sont des tarifs comme ça. Là, du coup, c'est des fermes. C'est pas des carrés, quoi. Ils sont déclarés des fermes illicites avec ils tapent sur les lignes d'extension câbles et puis là ils poussent une d'électricité. Alors c'est très détectable maintenant puisqu'en fait les gens, comme ils le savent, ils disent attendez, on a de la basse tension, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a de la basse tantôt? Alors là, la RND, ils viennent et puis ils commencent à cercer. Ils cherchent plus cher, plus cher. Et à un moment donné, ils disent là, entre là et là, on a un problème. Et ils trouvent la connexion et ils remontent jusqu'au conteneur. Ouais, c'est pas trop dur de suivre, quoi. Ça se fait. Avec le durtoir, à la Colmena, on avait ça. Ah ouais? Là, Il y avait Les mineurs. à la sortie de la Colmena, il y avait 2 conteneurs. Quand tu ne veux signer. Ils avaient fait une demande, c'est passé dans les journaux. Hein. Ils ont fait une demande d'un transformateur de 45 kW. Bon, kilowatts, on va dire, pas le terme exact. Et à côté de ça, ils ont bouffé 3000. Ouais. Ça leur a été refusé le 45, mais à côté de ça, on est ici qui bouffait 3000. Ils se sont fait choper. Bon, comme il y a des appuis politiques. Alors, confine. Et Wikimi, le fameux. Alors là, on a, voilà, la corruption, comment ça fonctionne. On a un député qui part en prison. Le gars, il faut dire qu'il était, cordonnier à la ville Jibitili. La ville était à côté par là, il était cordonnier, les gars. Et il a fait des essais. C'est monté, ça pour le député. Qui est truc de balle. Il part en prison, et c'est qu'il est. Il part en prison. Il serait blanchir. Il sort de prison pendant la période du Covid. Pendant qu'on est tous enfermés. Pas le droit de sortir. Il arrive le soir. Sort de prison d'Ascension. Il arrive de nuit à Paraguari. À Paraguari, tous les adeptes, ils ont fermé le centre de Paraguari. Des illuminations, peu d'artifice. C'est interdit de sortir. Hein. Ouais. Il est 10h du soir. T'as des vidéos de ça, c'est incroyable le truc. C'est des centaines de personnes qui fêtent son arrivée. Ah oui? Des trucs de malades. Et que toi, tu sors du pass, tu sors à 10h du soir dans le centre de ta ville, tu te fais choper par les flics, en tôle. Tu payes la multa ou pas? Non? En garde à vue. Attendez, les gars. Et l'autre, elle dit, bon, c'est pas tout. Le gars, il y a juste avant eux, là, qui se laissent choper, il découvre dans son estancia un conteneur de crypto-monnaie illicite. Alors, bon, il est toujours en France, plus de lois favorisent plus de délinquance, finalement. Moins de liberté favorise plus de non-rester à la loi. T'es obligé de resserrer de plus en plus et ça se termine jamais. Ouais. Ça se termine jamais, c'est de pire en pire. C'est comme ça qu'on fait grossir des mafias énormément. Qu'est-ce qui s'est passé au Paraguay? Cette idée, on va dire, on va prendre vachement de thunes à la crypto-monnaie parce que ça en rapporte pas mal, on va leur prendre votre tempête. Et ils en pressent tellement que ça devient plus rentable. Donc les mecs, ils font des trucs pensés comme ça en sauvage et puis voilà. Et c'est vrai que le Paraguay, c'est assez connu quand même pour les cryptos parce que le coût de l'électricité principalement. Alors ça, on a vu à peu près un calcul de... Quand on doit tourner à peu près à 600 kWh. Voilà, on est exactement dans les tarifs de l'électricité qui permettent d'avoir une rentabilité crypto. Le minage de crypto. Clairement. Et en plus, ici, il n'y a pas encore de législation sur les cryptos. Donc, ça veut dire que tu vends, tu peux sortir, tu n'as rien à payer, rien à déclarer, même officiellement. Donc, voilà, pour les gens qui aiment les cryptos, c'est encore. avec quand même, pour pas noter, une période dangereuse
qu'il y a eu une période dangereuse dans les cryptos, c'est-à-dire qu'au tout début, C'était super. Il y avait des entreprises qui étaient en train de se créer, justement, pour faire du change, acheter, ça se faisait, c'était en place. Et moi, je me rappelle, j'appelle une des entreprises qui doit être Cryptex ou quelque chose comme ça. J'appelle le gars, il me dit, mais j'ai plus de bureau. Il dit, mon malheureux, tu veux rentrer ta crypto, si je veux passer et rentrer en banque, mais tu vas te faire fermer ton compte. Arrête tout. Ouais. On a une période comme ça. Ok. Et c'est la période où, justement, la période Marito, où on a eu le chapeau des États-Unis, soit les États-Unis, finalement, avant. Biden, il était contre la crypto. Il était contre, en fait. Du moins, il voulait que ça soit si Très régulé, ouais. quoi. Ouais, ouais. c'est super, hyper réglementé. Donc, Ça donnait pas l'impression qu'il en voulait pas. Et le Paraguay, il est toujours carte de tabulation du Seigneur et toujours à se faire imposer aussi par les États-Unis un certain nombre de politiques. Et ils sont fait imposer la politique bancaire. Avec les banques ici, dépendent quand même pas mal de l'extérieur. Bah oui. Et ils sont fait imposer la politique bancaire des États-Unis. et là, ça c'est mal. Alors, du coup, les banques, ils ont eu peur et puis ils ont dit, par exemple, un titre à la crypto ne suffit pas. Et toutes les entreprises qui s'étaient créées à l'époque, il n'y avait pas encore cette influence des États-Unis sur le Paraguay. Et toutes les entreprises, elles étaient tranquilles, elles étaient en train de naître, ça allait être floripant. Et puis tout le monde a fermé beaucoup, s'est mis en sous-marin. Cru que tu pouvais changer, mais au black. Et puis, avec des pourcentages, bien évidemment, assez élevés. Et puis, là, c'est formidable. Comment tu vois, le Paraguay suit le... là, autour d'aujourd'hui, je viens d'apprendre que tu es à Wenobank, tu te déclares comme bookmaker et tu peux rentrer sans problème sans qu'on te ferme ton compte. Avant, c'était pas possible. Hein. Ils fermaient ton compte. Tu peux rentrer les revenus de tes cryptos sans problème. Ouais. Et des quantités, ça peut y aller. Maintenant, c'est devenu vraiment facile et... Ouais. Il y a des bureaux qui sont ouverts à Ascension où tu viens avec tes bitcoins, avec tes crypto-monnaies. Nous, on prend 3%. Alors, au début, nous, on prend 5,5%. Nous, on prend 3% au matin, ceci, cela. Et puis, en avant. Non, aujourd'hui, bon, on ne dirait pas non plus que le Paraguay est un crypto, on n'en est pas là non plus, mais c'est pas le Salvador, quoi. Mais pour autant, moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans la crypto, qui ont soit des entreprises, soit qui font du trading, etc. Et c'est vrai que le Paraguay, ça reste quand même un endroit intéressant pour ça. Ah ouais, complètement. Je voulais aussi te demander, tout à l'heure, on parlait un petit peu des Paraguayens, de leur gestion un peu de l'argent compliquée. Je voulais savoir comment toi tu te sentais, quelles étaient tes relations avec tes Paraguayens et comment tu les percevais. Tu t'es senti bien accueilli au début ou comment sont les Paraguayens de manière, Ouais, comme les Paraguayens, alors j'ai guère des relations excellentes puisque ma femme est paraguayenne. Donc, déjà, ça serait un peu idiot de lutter contre un peuple alors que tu es marié avec une paraguayenne. Mais bon, en dehors de ça, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, des fois, j'expliquais des crises comme qu'en fait, nous, on arrive avec des trucs structurés. Et là, d'ici, c'est totalement déstructuré. Donc, des fois, vraiment, je quittais des crises en disant, mais merde, c'est pas possible, arrêtez. Bon, et puis finalement, on s'habitue au déstructuré, et puis on arrive à s'adapter. C'est là où je pense que c'est assez important. Et les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, mais une recommandation à tous ceux qui arrivent, c'est OK de faire le constat que c'est pas structuré comme nous, c'est déstructuré. Ça va dans tous les sens. Que les gens, les Paraguayens, tolèrent, on sort le temps, oui. Ce qui les intéresse, c'est de faire la fête, danser, jouer de la guitare, boire un bon coup, être un ami et on sort ensemble. C'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas lutter contre ça parce que c'est sympa. Finalement, ça devient sympa. C'est quand même celui qui a ici capté la fête, il l'a servi, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est festif. Et puis, on arrive toujours, finalement, la conclusion, moi, de tout ce chemin de épées, on arrive toujours à nos fins. C'est-à-dire que tout le temps, tu risques à aller avoir parce que tes parents sont capables. Et là, sont pas. Ma foi,
ou avec le temps, ça vient. Avec le temps, tu s'intègres, ouais, il faut de la patience. Et avec le temps, ça vient. Et avec les Paraguayens, c'est comme ça. Les Paraguayens sont des gens très patients. Ça va tant. Ouais, c'est pas la qualité des Européens, ça c'est C'est sûr. sur la qualité, nous, ils ne pas. Ah Et j'en vois trop qui se grillent vis-à-vis des Européens. Ouais, Moi, c'est des Paraguayens qui viennent me voir et qui me disent attends, ils sont trop exigeants, ouais. les étrangers, là. Mais c'est quoi ça? On peut te calmer un peu. oh, la marche arrière, elle passe pas bien. Attends qu'elle soit cassée pour qu'on fasse une réparation. Mais tu viens m'embêter avec ta voiture puisque la marche arrière, elle passe pas bien. Attends que ce soit cassé, que tu puisses plus du tout la passer. Et tout est comme ça. Ouais. Tout est comme ça. Et à la fin, c'en est marrant. Toi. Parce que tu dis, bon, finalement, on est tellement, nous, terre à terre, que On n'est plus habitué à tout ça, alors que bon, apparemment, ça a changé en France aussi. Hein. Ça a l'air d'être un peu bordélique aussi en France pour certains trucs. Hein. Mais bon, on est tellement terre à terre qu'on dit, bah. Puis finalement, bah, tu t'aperçois que tu arrives à vivre bien, même si ta marche arrière, elle passe mal. C'est pas grave. C'est pas très grave. Tu relativises les problèmes. Ouais. Voilà. Et bon, bah, les Paraguayens, dans l'ensemble, bah, c'est des gens très accueillants. Ils ont le cœur sur la main. Tu leur donnes un petit coup de main, Tu les aides. Alors là, c'est carrément. Ils peuvent être carrément dévoués, quoi. Voilà. Moi, ce que je dis à beaucoup, c'est faites attention, ne les prenez pas pour des cons. Le Paraguayen, c'est... Alors quand je dis Paraguayen, c'est Paraguayen aussi. Hein, c'est l'habitant du pays, l'originaire du pays. C'est quelqu'un de fier, d'orgueilleux. Le patriote, le nationaliste, ce sont des gens qui défendent leur pays, qui ont toujours défendu leur pays. Quelle que soit l'image, l'étiquette politique qu'ils aient, c'est des gens qui aiment leur pays, qui ne renieront jamais leur histoire. Ils aiment leur histoire, ils aiment leur pays, ils aiment avoir lutté pratiquement jusqu'au dernier. Faut vivre avec ça. Moi, ça m'a fait plaisir quand je suis arrivé ici. J'allumais la télé et aux informations, le Paraguay ceci, le Paraguay cela, ta 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 ta. Un truc qu'en France, j'avais pas vu depuis que j'étais petit, qu'on avait les premières télés en noir et blanc, quoi. Mm. C'est un discours que... Ah, ici, ils sont fiers d'être paraguayens. Faut pas leur enlever ça. Si on veut lutter contre ça, celui qui lutte contre ça, il se fait laminer, quoi. Il va être considéré vraiment comme un... Désolé, hein, mais un sale, quoi. Ça, Ouais. c'est clair et net. Et il sera absolument pas considéré. Au contraire, c'est le premier qu'on va aller voler. Que eux, ils vont aller voler. Ça, c'est le premier à qui ils vont faire des ennuis. Donc le Paraguayen, il faut vraiment je pense qu'il faut le respecter. C'est super important et il peut leur enverra 100 000 fois. Ok. Ça, c'est un truc. Alors après, quel que soit ce niveau d'éducation, de machin, alors c'est un autre débat après. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, qui viennent au Paraguay et qui considèrent que le Paraguayen doit être au même niveau qu'eux, doit penser comme eux. Et bon, bah... Ça le fait pas, ça. Mais il faut pas oublier avant tout qu'on reste étranger, c'est pas notre pays, on est accueillis, on est quand même bien accueillis, moi je trouve. On a beaucoup de droits, ce qui est pas le cas, tu as plein de pays où tu t'expatries, tu as le droit de pas grand-chose, hein. Donc on est bien accueillis, donc c'est à nous aussi de nous adapter, c'est à nous d'apprendre l'espagnol, c'est à nous de faire en sorte qu'on apporte quelque chose à la société si on veut rester. Et ça devrait être pareil en France. En France, ça se passe mal, les gens s'intègrent pas. Et c'est voilà, nous, si on part, on fait la même chose dans un autre pays, bah, c'est complètement con, quoi. Donc, Ouais, je me rappelle des fois, je me suis fait arrêter par la police, contrôle, machin, puis les mecs qui me regardent, Ils disent bah, quand tu es là, il faut demander la nationalité paraguayenne. Mais je leur dis non. j'aimerais bien, mais je peux pas. Parce que moi, je considère que pour être un vrai Paraguayen, il faut au moins parler castellano et il faut parler guarani. Ou au moins comprendre le guarani et pouvoir répondre en castellano. Et j'ai du mal avec le guarani. J'arrive pas. J'arrive pas à l'intégrer dans les quelques phrases. J'arrive pas à parler guarani. Alors, non. Moi, je dis que ça, c'est indispensable. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je vis en France.
celui qui veut venir vivre en France, il peut venir vivre en France. On est un pays super accueillant. Mais qu'apprendre le français. Ouais. Et tu apprends les rudiments de ce qu'est la France. Et seulement à l'issue de ça, on peut dire, t'es intégré, t'es chez toi. Ouais. T'es avec nous, t'es chez toi. Et là, moi, c'est pareil, c'est pour ici. Ah, je comprends, ouais. J'y arrive pas, je Guarani, j'ai beaucoup de mal. Mais ici, on peut demander la nationalité au bout de 3 ans de résidence. Et c'est vrai que bon, moi, je pense que je la demanderai, hein, honnêtement, mais c'est vrai que voilà, au bout de 3 ans, tu peux pas te sentir pareil que les gens du pays, quoi. Tu seras toujours différent. Faut baigner un bon moment, quoi. Mais, Faut voir comment c'est. mais je pense que même on aura toujours voilà, nos racines, on a quand même grandi en Europe, on est très différents, mais enfin, pas si différents que ça, on a quand même beaucoup de points communs. Mais je pense que c'est aussi le futur du pays. Le pays va se construire avec les étrangers. Et je pense que de plus en plus d'étrangers vont venir. Et j'espère que ça fera un bon mélange et que ça va bien se passer. On va faire le maximum pour, en tout cas. J'espère. Et qu'il y aura cet écrémage des mauvaises têtes, on va dire, peut-être que ces mauvaises têtes seront obligées de partir donner. Alors, il y a malheureusement pour eux ceux qui viennent et qui n'ont rien. Et ceux-là, ils se font écrémer assez rapidement parce que Ne part pas, ils n'arrivent pas à avoir. Il y a eu. C'est un peu de la faute des étrangers, ça aussi, qui étaient installés ici près de Pétalisant. Chez les étrangers des années 60, qui sont dû s'installer dans les années 60-70. On a eu cette vague d'étrangers qui ont dit venez ici, c'est l'Eldorado. Ah, dans les 60-70. Tac, énormément. Ils avaient des Français. Ah ouais? et un discours. Parce que moi, j'ai eu du mal. Ce gars, c'était quand même un gars qui avait terre, qui introduisait le système Boisin pour le pâturage des vaches, qui est un système français en fait. Mais à côté de ça, il faisait une publicité incroyable aux Français du Paraguay pour qu'ils viennent s'installer au Paraguay de manière à ce que lui, il touchait beaucoup. Il vendait le prix des fers qu'il vendait à l'époque. Oui, il est peu cher à l'époque, hein, dans les années 66. C'était incroyable. Dans les années 90 ici, parce que je l'avais recontacté plus tard, c'était comme le pendant, il a pris les terres au moment où il les vendait. Et les Français se laissaient adoucir par ça. Et il y a des gens qui ont payé des terres extrêmement chères pour les côtes. Et il y avait tous ces gens-là, toute cette génération qui voulaient profiter des nouveaux arrivés et qui allaient les chercher en France. Hein. Parce qu'ils retournaient régulièrement en France et ils les ramenaient de France pour leur faire visiter le pays. Je savais pas qu'à l'époque, déjà. Il y a eu une sacrée vague de pêcherie avec des doubles titres, en fait, des titres de propriété, en gros, dans le Chaco, construits des pièces. Ouais. Et puis, ça, c'est un truc qu'on entend encore aujourd'hui, où les institutions disent il y a plus de titres de propriété au Paraguay qu'il n'y a de terres et cadastres. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel il faut faire gaffe. Il faut pas oublier qu'on n'est pas chez nous. Ah oui. Les gens, on peut leur faire confiance, mais pas trop non plus. Enfin, il faut prendre le temps au fur et à mesure. Et toujours vérifier, que ce soit avec un avocat, un notaire, un géomètre. C'est super important. Avoir des bons contacts, parce que parfois, ton géomètre, il va faire n'importe quoi, il va même pas bien mesurer. Moi, c'est des gens de la Colmena qui m'ont raconté ça, par exemple. Il y a eu. Donc voilà, si les gens veulent acheter des choses, si ça vous intéresse, faites attention quand même, faites pas confiance aveugle. Il faut se prémunir de contrôle. Le premier contrôle que je pourrais donner à du monde, c'est simple. À partir du moment où tu as acheté quelque chose, il faut une copie du titre de propriété et la photocopie de la cédula de la personne qui veut vendre. Voilà, en disant, regarde, et la personne qui veut vendre et donne ta photocopie de la cédula, c'est bien la personne qui est sur le... Si c'est pas, pourquoi? Ah, parce que la succession n'a pas été faite, ou parce que, non, je vois... Ouais, ça rajoutait le... Hop, allez. Après ça de côté, c'est pas, ah ouais, c'est super joli, non. Faut pas, c'est qu'on met au cœur, parce que là, il y a une erreur. Impossible, déjà. Parfois, c'est pas toujours des arnaques, mais c'est des procédures qui peuvent prendre énormément de temps, les successions. Parfois, les impôts n'ont pas été payés pendant 30 ans.
donc tu te retrouves avec une certaine dette. Et il y a plein de choses possibles et il faut faire attention. On s'est retrouvé, il y a une chose auquel les gens ne sont pas, et c'est la taxe pauvre, et la facture d'eau. Et on a un cas d'un ferrain à la Paul Ménard, c'est vendu. Les gens n'ont pas fait contrôler ça. Ils ont voulu mettre l'électricité pour faire venir travailler les maçons pour construire. Et il a dit non. Alors, je ne sais pas quel est le montant de la facture. Allez, il y a ça à payer avant. Et les propriétaires, ça fait pour plus de 20 ans se payer relais. Avec coupé l'électricité, c'était 15 ans qu'ils ont coupé l'électricité. Hein. Mais il y a eu facture. Alors, avec les intérêts, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais j'imagine que c'est pas Normal. Hein. Et les propriétaires n'ont toujours pas payé la facture, les nouveaux. Ils sont en conflit avec les anciens. Et ça fait quand même, je crois que ça fait à peu près 5 ans que le peu qu'il a été vendu. Quoi. Ouais, donc c'est vraiment du temps perdu, il faut vraiment faire gaffe. Quand même. Et voilà. Et là, qu'est-ce que tu peux avoir? Parce que s'il ne faut pas l'utiliser, tu as un bien plus ou moins qui est là, et tu ne peux pas l'utiliser. Quoi. Ah, dommage. Ouais, mais au-delà de solaire, ça peut pêcher. C'est pas donné. Hein. Et les installations sérieuses aux panneaux solaires, c'est tout de suite. En France, il y a des subventions, mais ici, il n'y a pas. Ah non, ici, il n'y a pas de. Si tu payes plein pot. Hein, bon, on arrête. T'as pas d'infos, mais derrière, t'as pas de subvention non plus. Quoi. T'as pas de remboursement. Il n'y a pas quelqu'un qui te fait un retour sur un pot, sur quoi que ce soit, un avoir. Non, il n'y a rien. Il y a un dernier point que je voulais voir avec toi, c'est comment est-ce que tu vois un peu l'avenir du Paraguay, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans Est-ce que tu es plutôt positif là-dessus ou enfin, peut-être tu as des points positifs, des points négatifs comment est-ce que tu vois le futur Ben, le futur, j'ai du mal à le voir. Je vais dire pourquoi, parce que j'ai du mal à voir le futur mondial au jour d'aujourd'hui. Et le futur du Paraguay, il est un peu comme tout le monde et comme tous les pays dans le monde, lié à ce qui va se passer dans l'année qui va venir ou les 2 ans qui vont venir. Qu'est-ce qui va se passer? On est tous les 4 matins, on a une surprise, quoi, une bonne ou une mauvaise surprise. C'est un peu ennuyeux, quoi. On ne sait pas trop. Les peuples mondiaux ne savent pas trop où ils vont aujourd'hui. On a Trump, il fait un tas de trucs de dingue. On a l'Ukraine, on ne sait pas comment ça va se terminer. La Chine, la Chine, c'est des gens tranquilles, donc c'est pas trop de soucis avec eux. L'Inde, ici, tout ça. On a le Moyen-Orient, c'est poudrière aussi. Et tout ça fait que c'est un peu difficile pour moi. Hein. Peut-être c'est des gens qui arrivent à voir mieux l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vois pas trop bien Je vois pas trop bien Je pense. Je crois pas qu'on ait touché le qui. Et j'espère qu'on n'ira pas le toucher. On n'ira pas plus loin dans l'absurdité. Et je pense que maintenant, on peut avoir que du meilleur qui va arriver. J'espère. Auquel cas, si ce que je crois comme ça se passe, que du meilleur, on n'aura que du meilleur au Paraguay aussi. On n'aura que des améliorations dans la situation du Paraguay. Mais si... Oui, je comprends ce que tu dis. Si ça se crache au niveau mondial, on va avoir plein de gens qui vont venir ici, ça va créer d'autres problèmes aussi potentiellement. Ça, je crains. Je crains l'invasion du Paraguay par des étrangers. Et on voit que ça commence. Hein, ça commence. On a des temps qui arrivent. Il y a des histoires là en ce moment qui me sont remontées avec des Français. C'est pas beau, quoi. Hein. Et en autres, je ne connais pas, c'est que des histoires qui me sont remontées, mais j'ai entendu dire que, et ça je vais en parler, j'ai entendu dire qu'il y a eu une altercation entre un couple de Français et des Paraguayens, et un couple de Paraguayens, et que le Français s'est permis de frapper la Paraguayenne. Et là, attention les gars, là vous touchez à un point, il faut surtout ne jamais toucher au Paraguay. Un étranger qui frappe une femme paraguayenne, le mec, il est mort, quoi. Alors, il est mort, peut-être pas au sens du terme physique, mais il va pas pouvoir rester sur le territoire.
Non, mais Il va pas pouvoir rester sur les territoires avoisinants non plus. faut pas oublier qu'on est en Amérique du Sud aussi, c'est pas les mêmes standards. Ouais, pas gaffe. Et là, il faut bien comprendre une chose. On est en Amérique du Sud, donc la mort par rapport à ce qu'on connaît nous, ici, la religion est très très présente. Quelle que soit l'obédience, en fait. Hein. Mais bon, la religion catholique est très présente, mais il y a beaucoup de dérivés. Mais quelle que soit l'obédience, la mort, c'est quelque chose qui ne fait pas peur en Amérique du Sud. C'est quand quelqu'un meurt, bon, eh ben, c'est qu'il a été appelé, Dieu l'a rappelé. Donc il va être mieux là-haut qu'il n'était là. Donc ça pose pas de problème, la mort, en fait. Et c'est vrai qu'ils ont une façon de prendre ça. Tu dis, bah, ils sont bizarres quand même, mais non, en fait, ça se passe super bien, quoi. Pas super bien. De toute façon, tout C'est facile, oui, bien sûr. est relatif. Et de ce fait, comme me disait un ami japonais de la Comena, il dit, Stéphane, aujourd'hui, t'es bien avec tout le monde, pas que des amis. Demain, t'as un ennemi. Pour 500 000, t'es mort. 500 000, pas euros, hein, Guarani. 500 000 Guarani, t'es mort. Voilà, c'est celui qui veut te tuer, il paye un gars. 500 000 Guarani, un gars au fin fond de la campagne, le mec, il vient, il ne peut plus. C'est tout. Si t'as un conflit, fais attention. Là, le gars, il a un conflit avec des Paraguayens, et en plus, il croit une femme paraguayenne. Et ce qu'il faut bien comprendre, qu'ici, et la femme paraguayenne, contrairement à de tout endroit dans le monde, tu la touches pas. La femme paraguayenne, c'est une gloire. Le 24, c'était il y a quelques jours, le jour de la femme paraguayenne. Ouais. La femme paraguayenne, il faut bien comprendre ici elle est ultra respectée parce que pendant la guerre, quand il n'y avait plus de bonhommes qui s'étaient fait tous d'équiper, c'est les femmes qui prenaient les machettes, qui prenaient les fusils, qui prenaient les bâtons, qui prenaient n'importe quoi et qui allaient se faire découper parce qu'il n'y avait plus de mecs à se faire découper. Et c'est les femmes qui ont compris le relais. Et après, c'est les femmes qui ont reconstruit le pays, quoi. Après, c'est les femmes qui ont reconstruit le pays. On était obligés d'accepter la polygamie. Ça, c'est un truc incroyable dans un pays, ce qui était à l'époque 100% catho-chrétien. On est obligé d'accepter la polygamie pour reconstruire le pays. Parce qu'il y avait 2 et 10 femmes pour un homme. Ouais, ça. Et donc, ils avaient écrit au pape pour demander l'autorisation qu'un homme puisse avoir plusieurs familles pour repeupler le pays. Et le pape avait accepté. Alors, je ne sais plus quel pape c'était, mais il suffit de chercher sur Internet, on va retrouver les écrits, tout est répertorié. Il n'y a pas de petit là-dessus. Donc, le mec qui touche une crêpe paraguayenne, déjà, un Paraguayen, ça ne passe pas bien pour lui, un étranger. De manière générale, quand on est expat, pas faire n'importe quoi, rester calme, pas s'énerver. Faut éviter. On n'est pas chez nous, donc. En France, les étrangers, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de punition, mais c'est pas une raison. Il faut éviter d'aller de faire monter de faire monter l'agressivité. Faut éviter ces trucs-là. Essayer d'être le plus raisonnable possible. D'où l'intérêt pour ceux qui ont pratiqué des arts martiaux, qui normalement savent faire Se contrôler, ouais. C'est ça. contrôler, calmer les choses. Des escalades. Voilà, éviter l'escalade. Voilà, parce que là, après, ça peut aller italien. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voulais dire? On peut en parler des heures. Encore des heures. Juste avant l'interview, on avait déjà parlé pendant plus d'une heure. Ouais, exactement. Plein de choses intéressantes. Encore dire beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup d'anecdotes. Peut-être pour une autre fois, on en garde alors. Alors, on gardera pour une autre fois. On sera peut-être plus proche de la campagne. J'espère qu'un jour, quand je serai installé chez moi, je pourrai vous inviter pour voir de plus près une ferme conduite moitié paraguayen, moitié français. Ça, ce sera intéressant Je pense que ça sera intéressant. quand on voit ce que tu as fait, ouais, carrément. Parce que je reste quand même... j'ai mes connaissances et puis je conserve les connaissances des Paraguayens qui, eux, connaissent la terre, le terrain, l'endroit, le climat. Donc, je me confie beaucoup à eux pour mener un certain nombre de choses dans la ferme, quoi. C'est quand même important. Après, s'ils disent, bon, bah, attendez, là, on peut faire mieux. Alors là, ils sont assez contents aussi si on apporte quelque chose qui ne va pas non plus détruire leurs croyances et leurs coutumes
et que eux aussi vont pouvoir en bénéficier, en fait, eh ben, ils sont aussi super contents. Ils sont reconnaissants aussi de ça, quoi, hein. Ok, Voilà. bien sûr. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de Ouais. revoir dans Ouais, cette carrément. émission-là. Moi, je pense que je vais revenir. Bon, je suis plus de la ville, comme je disais, mais Bah oui. c'est sympa ici quand même pour se ressourcer. Là, j'ai dormi hier soir dans un petit complexe, hein, vraiment perdu Ouais. dans des chemins de terre. Et ouais, non, on entend vraiment les animaux juste, aucun bruit. Les étoiles, magnifique. Ouais, c'est super là-bas. C'est génial. Je connais bien l'endroit et on y est bien. On y est bien. C'est Thorsten et Moïse. On va leur faire un peu de pub. Bah ouais, Carrément. Et Thorsten et Moïse, c'est pour sympathique. ceux qui cherchent un logement dans le coin, ils doivent des choses. Un logement, donc bon, c'est pré-prisé. Donc quand ça se libère, faut être là. Ah, faut attraper. Et après, il y a le camping quand même. Il faut faire du camping. Ils ont développé la partie camping. Du moins, ils sont en train de les développer. Et puis la partie où on passe une nuit, 2 nuits. Il y a des gens qui louent à l'année aussi. Ouais, aussi. Ouais. Des amis qui louent à l'année. Des Français là-bas, ça. Ok. En tout cas, je laisserai ton contact si les gens veulent t'envoyer un message, peut-être. Oui. Je serai dans les commentaires, Ouais, voilà, exactement. en dessous de la vidéo. Par le WhatsApp, c'est vraiment le mieux parce que j'ai pas toujours des connexions super. Que le WhatsApp, ça finit toujours par arriver, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et Merci à toi. Et puis, la ça- Cat Park est derrière. c'est vrai, il nous a bien aidé pour les caméras. Voilà, et puis à bientôt. Et puis, bonne continuation aussi, toi, dans tes projets. Ouais, carrément. Ça fait plaisir de voir des encavantes. Et aussi, On essaie de faire les choses, ouais. voilà, Ça sera- non, mais c'est très bien, c'est très bien. Il en faut aussi parce que ça permet de montrer à ceux qui arrivent, d'aider ceux qui arrivent et de montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ah. Pas donner des ordres comme ça, c'est pas possible, mais éviter de faire ce qu'il faut faire. Voilà, Et surtout aujourd'hui, d'habitude dans les vidéos, on est quand même plutôt sur les aspects positifs du Paraguay. Aujourd'hui, tu as quand même abordé des points qui peuvent être négatifs. Oui. Donc c'est vrai que ça permet de voir un peu l'éventail complet, quoi. Je pense qu'il faut les aborder aussi parce que faut pas croire que on est arrivé chez Disneyland et c'est la fête au village. Non, il y a des inconvénients comme faire une citation de mon frère. Me disait mon frère, bon, bah, en sens de pays. Il me disait, c'est assez vulgaire, mais il me disait, on change un lot de merde pour un autre lot de merde. C'est aussi vrai. Sauf que ici, le lot de merde, il est un petit peu plus petit, même vachement plus petit. Voilà. C'est ce que je pourrais dire aujourd'hui en conclusion, que bon, ça vaut encore le... Donc moi, je conseille toujours aux gens de venir une première fois pour voir à quoi ça ressemble, faire leur propre avis. Comme tu dis, il ne faut pas croire que tout est parfait. Et les gens qui idéalisent trop, en général, ils viennent et ils repartent. Assez vite, en 1 an, 2 ans, ils sont partis. Donc, il faut venir faire sa propre expérience. Et après, Exactement. il y a peut-être des pays qui seront plus adaptés pour d'autres. Voilà, chacun son choix, quoi. Oui, voilà. Voilà. Exactement. Voilà, bon. Son mot de la fin. Bon mot de la fin. Allez, à bientôt alors. Merci. Merci. À toi. Salut.